Les Européens prennent possession des territoires qu'ils découvrent et ils y établissent des colonies. Ces colonies sont sous la domination d'une métropole. Donc une métropole, c'est les pays d'Europe qui les dominent. On donne le nom de colonisation à ce processus. L'objectif, c'est d'accumuler de l'or et de l'argent. Donc la puissance des métropoles dépend des richesses de leurs colonies. La puissance d'un pays se mesure à la quantité d'or et d'argent qu'il possède. Donc le commerce va s'organiser de la manière suivante. La métropole va s'emparer des ressources naturelles de ses colonies, va ensuite fabriquer des produits sur son territoire et les vendre ensuite dans ses colonies ainsi que dans d'autres pays. Mais il existe deux manières pour une métropole de s'établir sur un territoire. La première manière, c'est le comptoir commercial. Donc le comptoir commercial a pour objectif de faire le commerce. Ce qui veut dire que la population est peu nombreuse et temporaire. On s'établit dans la colonie pour faire du commerce et non pas pour s'établir et fonder une famille et un village. La deuxième manière, c'est la colonie de peuplement. Donc pour la colonie de peuplement, l'objectif c'est d'exploiter les ressources, mais aussi d'installer des habitants des colonies qu'on appelle des colons. Le but, c'est d'avoir une population permanente et nombreuse pour maintenir justement l'exploitation des ressources. Donc, tu peux voir sur la carte ici présente l'établissement des différents empires coloniaux. Donc, les métropoles, je te rappelle, sont ici du côté de l'Europe. Donc, une métropole, c'est un pays qui en contrôle d'autres. Donc, on a le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, le Portugal. On a aussi l'Empire ottoman et la Russie. Donc, par couleur, on peut voir que le Royaume-Uni possède des colonies sur la côte est, qu'on appelle aujourd'hui des États-Unis, ainsi que quelques territoires du côté de l'Afrique. La France, elle, de son côté, va avoir, elle aussi, des colonies du côté de l'Afrique, mais surtout aux alentours du fleuve Saint-Laurent, qui est l'actuel Canada, province de Québec. L'Espagne possède de très nombreuses colonies en Amérique centrale et en Amérique du Sud, et le Portugal, lui, va avoir ses colonies aussi en Amérique du Sud, mais sur la côte est et légèrement aussi du côté de l'Afrique. On voit qu'il y a certaines colonies aussi qui ont été établies du côté de l'Asie pour ces différentes métropoles-là. C'est pour ça qu'on peut dire qu'ils contrôlaient l'économie du monde. Donc, du côté de l'Asie, on va chercher les épices et la soie. Du côté de l'Afrique, essentiellement les métaux précieux. Du côté de l'Amérique, on avait la canne à sucre, le café, l'argent, l'or. Même chose du côté des États-Unis, la canne à sucre, mais il y avait aussi le coton et le territoire du Canada fournissait essentiellement la fourrure. Lorsque les explorateurs européens atteignent le continent américain, les Autochtones y vivent déjà. Il y a les Aztèques, les Mayas, les Incas, les Iroquois, pour ne nommer que ceux-là, parce qu'il y en avait beaucoup d'autres. À l'arrivée des Européens, il y avait environ 80 millions d'Autochtones sur le territoire de l'Amérique. Les cultures amérindiennes sont très différentes des cultures européennes. Ainsi, les Européens considèrent qu'une terre peut appartenir à une personne ou à un pays, donc ils sont sédentaires. Ils sont également monogames, c'est-à-dire qu'ils vont passer leur vie à un seul partenaire avec qui ils vont s'unir. Ils sont monothéistes, ils ne croient qu'en un seul Dieu. Ils ont un souverain qui les gouverne, qui les dirige. Et la notion de surplus est très importante pour eux. De leur côté, les Amérindiens considèrent souvent la Terre comme appartenant à tous. Et ils sont nomades, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de point fixe. Ils exploitent de manière différente. De façon générale, ils exploitent la terre pour n'obtenir d'elle que le nécessaire à leur survie. Ils sont également polygames, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs partenaires. Ils sont un chef qui donne des conseils
Ils sont également polythéistes, ils croient en plusieurs dieux et ils font du troc pour créer des alliances plutôt que d'accumuler des surplus. Par ailleurs, pour les Amérindiens, les échanges se font pour créer des alliances politiques et militaires. Et l'arrivée des Européens va beaucoup bouleverser les relations que les peuples autochtones entretiennent entre eux. Les Européens croient que leur civilisation est supérieure à celle des Amérindiens. Ils vont donc imposer rapidement leur volonté car ils ont l'avantage d'avoir des armes à feu que les Amérindiens ne connaissent pas. Entre 1500 et 1550, les populations autochtones de l'Amérique passent de 80 millions à 10 millions. Donc c'est une toute petite période de 50 ans qui va amener des conséquences catastrophiques. Cette diminution importante s'explique par les guerres et les épidémies qui font de nombreuses victimes parmi les Amérindiens. L'esclavage va aussi contribuer à la diminution de la population. Les guerres sont particulièrement dévastatrices dans les pays conquis par les Espagnols. Ceux-ci font preuve d'une grande cruauté à l'égard des populations autochtones. Ils se livrent parfois à de véritables massacres. Mais ce sont toutefois les épidémies qui causent le plus de morts chez les Amérindiens parce que les Européens amènent avec eux des maladies contagieuses contre lesquelles les Amérindiens ne sont pas immunisés. L'arrivée des Européens bouleverse le mode de vie, la culture et l'économie des Autochtones, parce qu'ils ne peuvent plus pratiquer leurs activités traditionnelles, chasse, cueillette. Et donc, on voit un phénomène d'acculturation, donc un peuple qui perd sa culture. Ils sont forcés de s'installer de manière permanente sur un territoire, ils se sédentarisent. Ces changements dans le mode de vie ont des conséquences sur l'organisation de leur société. Les groupes et les familles ne peuvent plus vivre comme avant et les relations entre les individus se transforment. Lorsque ces peuples sont exploités et réduits à l'esclavage, c'est toute l'organisation de la société qui s'effondre. Les Autochtones deviennent dépendants des Européens, les Européens exploitent les richesses du territoire dans leur propre intérêt et les Amérindiens n'en retirent aucun avantage. Et c'est comme ça que va naître le commerce triangulaire. Le commerce triangulaire, ça désigne les échanges commerciaux entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. C'est un système qui avantage les métropoles parce que l'économie des colonies ne peut pas se développer parce que leur rôle se limite à fournir des ressources naturelles et à acheter les produits de la métropole. Les principales ressources de l'Amérique exploitées par les métropoles sont l'or et l'argent pour l'Espagne, les produits agricoles tels que le café et le sucre pour le Portugal et l'Espagne, le coton pour l'Angleterre et les fourrures pour la France. À la suite des nombreuses conquêtes de l'Europe, de nombreux Amérindiens vont se retrouver esclaves dans les mines d'or et d'argent ou encore dans les plantations de coton et de canne à sucre. L'esclavage permet aux métropoles de l'Europe d'augmenter leurs profits car elles n'ont pas besoin de payer la main-d'œuvre. Quand il n'y aura plus assez d'esclaves amérindiens, les métropoles européennes vont se tourner vers l'Afrique. C'est comme ça que naît un trafic d'esclaves contrôlé par les Européens. Des millions d'Africains vont être capturés, kidnappés, torturés et amenés de force en Amérique pour y être utilisés comme esclaves. C'est ce qu'on appelle la traite des Noirs. Donc un négrier, c'est un bateau qui, pendant une très longue partie de notre histoire, transportait des esclaves noirs. C'est de là que vient le fameux N-word. Ça part du nom du bateau. Et l'objectif de la traite des Noirs, c'était d'en faire le commerce. En général, il s'agissait de transporter des Africains vers les côtes nord ou sud de l'Amérique. Les navires, l'équipage, les cargaisons, le capital provenaient des 4 coins du continent américain. Et le transport d'esclaves est une partie très importante du commerce triangulaire. Donc, ça ressemblait à quoi les conditions de vie sur un bateau négrier? Premièrement, il faut dire que la nourriture est insuffisante, très peu diversifiée, peu vitaminée, pas très fraîche, voire même très souvent pourrie.
Les esclaves sont peu vêtus, des fois ils sont presque nus, et ils sont enchaînés aux chevilles et entassés avec une grande promiscuité, c'est-à-dire qu'ils sont collés les uns sur les autres, donc quasiment sans lumière, les hommes séparés des femmes et des enfants, bien entendu. Donc ils passent également jour et nuit entassés les uns sur les autres avec leur nourriture, leur vomissure ainsi que leur déjection qui s'entremêlent, qui circulent. Donc il n'y a pas vraiment de conditions d'hygiène. Pour que tu comprennes bien c'est quoi une déjection, eh bien c'est tout ce qui est capable de sortir du corps humain. Les captifs vont être autorisés à monter sur le pont du bateau par petits groupes, toujours enchaînés bien entendu, pour qu'ils puissent se dégourdir et respirer un peu d'air frais. Et aussi, bien entendu, pour faire la corvée de nettoyage et la cuisine pour les esclaves. Toutes ces conditions sanitaires ne sont pas humaines et la plupart des esclaves meurent d'affaiblissement, de dysenterie, d'infection, bref, d'un paquet de maladies avec des noms qui font vraiment peur. Selon l'article de loi de 1685 tiré du Code noir, donc un recueil de lois, un esclave est un meuble qui peut être acheté, vendu ou échangé. Après une première tentative d'évasion, on lui tranche les oreilles. Lors de la deuxième, il est puni de mort. Quelques autres statistiques effrayantes, il y a entre 15 et 25 millions de Noirs d'Afrique qui vont être transportés jusqu'en Amérique pour y être esclaves. Souvent, dans des négriers qui pouvaient contenir 400 esclaves, on en entassait plus de 600. 16 heures, c'est la durée moyenne d'une journée de travail d'un esclave dans une plantation de coton ou de canne à sucre ou encore dans une mine. Et le nom qu'on donnait aux esclaves noirs, bois d'ébène. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la colonisation de l'Amérique? Eh bien parce que les Européens cherchaient un passage vers l'Inde. Ils voulaient de l'or et de l'argent, ils voulaient pouvoir exploiter les ressources naturelles et c'était dans le but de développer le commerce. Quel type de commerce est-ce qu'on pratiquait? Eh bien, c'est le commerce triangulaire entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique, où on échangeait différents produits, matières premières et ressources naturelles qui provenaient de l'Amérique, les esclaves qui provenaient de l'Afrique et les produits manufacturés qui provenaient de l'Europe. Ça a permis à l'Europe de se maintenir à la tête d'un commerce qu'on appelle l'économie mondiale. Est-ce qu'il existe encore des empires? Eh bien, avant l'arrivée des Européens, il y avait les empires Mayas, Incas et Aztèques, mais ces tribus-là ont la vie difficile aujourd'hui, comme on a vu dans notre module sur les territoires autochtones. Les Européens, eux, ont fondé des empires coloniaux qui ont encore des traces encore à ce jour. La culture dominante était celle des Européens qui ont imposé leur culture aux populations qu'ils avaient réussi à conquérir. Les enjeux de l'expansion européenne, eh bien, découvrir de nouvelles routes pour le commerce, s'enrichir grâce à nos empires coloniaux et exploiter les Amérindiens et les Africains qui sont une main-d'œuvre très bon marché. À quel territoire l'économie de cette époque s'étendait-elle? Donc, tout d'abord à l'Amérique, mais ensuite à l'ensemble du monde. Pourquoi est-ce qu'on pratiquait l'esclavage? Parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre pour travailler dans les plantations et les mines, et les esclaves amérindiens, ensuite les esclaves africains, étaient très pratiques parce qu'on n'avait pas besoin des pays. Les grandes découvertes, c'est donc ce qu'on appelle tout ce qui était inconnu des Grecs, des Romains et de l'Europe de l'époque. Aujourd'hui, on appelle grandes découvertes les découvertes géographiques qui ont marqué l'Occident au 15e et 16e siècle, donc les grandes découvertes qui ont eu lieu lors de la Renaissance.